Nous voici chez un des rares commerçants romans qui accepte le Bitcoin comme moyen de paiement. Ici, il n'y a pas que l'or qui brille, mais aussi les yeux du bijoutier lorsqu'il parle de la première des crypto-monnaies, le Bitcoin. Il l'a adopté par idéal. C'est un peu fin 2023, début 2024 qu'on s'est intéressé à ces bitcoins un peu plus sérieusement. Et ce qui m'a plu dans cette monnaie virtuelle, c'est le fait qu'elle appartient à tout le monde. C'est le fait aussi que le créateur, on ne sait pas qui c'est. Et je trouve ça assez génial. Et puis on a essayé, on s'est dit on verra bien, peut-être que ça nous amène des nouveaux clients ou des clients qui ont fait fortune en Bitcoin viendraient nous acheter des bijoux. Pour le commerçant, un achat avec du Bitcoin engendre moins de frais qu'avec une carte bancaire. Il n'y a pas de terminal, pas de carte, on peut en avoir, nous on ne sait pas procurer ce genre de choses. C'est juste avec un smartphone. En fait, c'est une application pour pouvoir payer avec des bitcoins. Et le bilan après plus d'une année? Nothing. Rien du tout. Rien du tout. On a fait un petit peu de publicité sur le site internet en proposant un petit discount aux premiers clients, mais ça n'a pas marché. On l'a compris, le Bitcoin, première crypto-monnaie de l'histoire, n'a de monnaie que le nom. De nos jours, rares sont les achats qui se règlent ainsi. Une des raisons, à partir d'une certaine somme, les transactions en Bitcoin sont plus lentes qu'avec une carte bancaire. Et pourtant, les crypto-monnaies sont à la mode, même si l'idée qu'on s'en fait reste bien vague. Petit coup de sonde auprès de quelques jeunes. Je sais que ce sont des monnaies éphémères, un peu virtuelles. Et c'est des choses qu'on utilise pour faire des transactions. Du coup, ça existe dans la réalité, mais en même temps, c'est pas réel. Si je vous dis crypto, ça vous fait penser à quoi? Les crypto-monnaies, Bitcoin, etc. D'abord, et puis après l'intelligence artificielle, la blockchain, c'est des notions que je maîtrise vraiment pas très bien, mais voilà ce que ça m'évoque. Que c'est pas traçable, ça aussi je sais. Et que c'est utilisé aussi pour les investissements et la bourse. Donc c'est tout ce que je sais. J'ai des amis par contre qui investissent, moi pas du tout, et qui peuvent me sortir des phrases du style ah merci Trump ou des trucs comme ça quoi. Le Bitcoin est comme l'enfant rebelle de la crise financière mondiale qui a éclaté à l'automne 2008. À cette époque, un informaticien innovateur, caché derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto, met au monde la première monnaie virtuelle. Il la baptise Bitcoin. Dans un climat de méfiance face aux banques et aux États, le Bitcoin promet des transactions financières décentralisées, sécurisées et permettant de préserver son anonymat. Il peut être acheté et revendu en se jouant des frontières. Le rêve des libertariens semble se réaliser. Le Bitcoin est aussi lié à une autre invention mathématique qui permet de se passer d'intermédiaire, la blockchain. Ce qu'il faut retenir de tout ça, il s'agit d'une innovation qui dépasse le seul monde de la finance. Jusque dans le domaine de l'art, le Bitcoin fait souffler comme un vent de liberté. Anthony Mazur se remémore avec nostalgie l'époque où le Bitcoin a vu le jour. À l'époque, là, il y avait pour la première fois une promesse qui dit, voilà, en tant qu'artiste, je peux créer ma propre monnaie ou utiliser des monnaies décentralisées sans passer par des banques, sans passer par des plateformes. Et donc, il y avait une promesse super intéressante qui était de se reconnecter à la communauté, d'avoir moins d'intermédiaires et donc potentiellement de pouvoir créer un système économique plus soutenable et plus redistributif. Ce qui vise du coup à redonner le pouvoir à la société, aux citoyens, sur la valeur, à échapper aux banques centrales, à échapper à ces mécanismes de spéculation. Ça, c'était les utopies du départ. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. On a maintenant assez de recul. Les promesses étaient puissantes et force est de reconnaître qu'en 2025, les promesses majoritairement n'ont pas été tenues. Quand je dis déçu, c'est du point de vue des utopies sociales, d'un point de vue citoyen. Maintenant, d'un point de vue capitaliste, là, les promesses ont été tenues. Promesse capitaliste, promesse de s'enrichir.
En mai 2010, il fallait débourser 10 000 bitcoins pour acheter 2 pizzas. 20 ans plus tard, 10 000 bitcoins feraient de vous un milliardaire. Entre les deux, le prix du bitcoin, c'est les montagnes russes. Il peut facilement perdre 50% de sa valeur en peu de temps ou prendre plus de 100% en une année. Sa volatilité est extrême. En janvier 2025, un bitcoin valait autour de 95 000 francs suisses. Combien vaudra-t-il demain? Ce qui est sûr, par contre, le nombre de bitcoins est limité. Il n'y en aura à terme que 21 millions. Cette rareté en ferait le nouvel or numérique. Charles Wiplosch a passé sa carrière d'économiste à travailler sur les questions monétaires. Alors, cette comparaison entre le bitcoin et l'or, tient-elle vraiment debout? L'or, c'est un actif parce qu'il y a quelque chose qui est jaune, qui brille et qui a une valeur, comme on dit, intrinsèque. C'est-à-dire, si j'ai de l'or et que je ne veux pas m'en servir pour la monnaie, je peux très bien le vendre à des bijoutiers. Je peux très bien le vendre à des entreprises qui ont besoin d'or. Donc c'est un bien matériel. Derrière le bitcoin, on ne sait pas qui y a. Et il n'y a personne qui se préoccupe de stabilité. Ce que les vendeurs de bitcoin vous promettent, c'est que ça va gagner en valeur tout le temps. Mais il n'y a rien derrière, rien. Une promesse. Bien des jeunes ont déjà pensé investir dans le bitcoin. Mais savent-ils où irait leur argent? On sait pas trop réellement, ça part, on sait même pas où. On sait que ça va prendre peut-être de la valeur ou peut-être ça va en perdre, mais honnêtement, moi je sais pas où ça va. Dans quoi réellement j'investis. On n'a pas l'impression d'investir tout comme des choses comme l'immobilier ou les choses tangibles, donc c'est aussi ça qui est un peu compliqué, je pense. Tout a commencé en 2021. Je tombe sur des vidéos sur YouTube, TikTok, sur le fait de gagner de l'argent en investissant en crypto. Je teste, je fais des petits dépôts, je vois que ça a l'air de plutôt marcher. Je mets de l'argent, je retire, je remets, je retire. J'y vois pas trop de problème pour le moment, donc ça marche, je gagne des sous. À qui j'envoie? On ne sait pas. Il n'y a pas de nom et prénom du destinataire. Donc c'est une adresse avec une vingtaine de chiffres et de numéros. Donc c'est pas comme un transfert standard de virement bancaire. C'est un bout de code et c'est tout. Allez, c'est parti, go! And potentially make you more money than you ever could have. Le jeune homme s'est laissé entraîner par la frénésie entourant le bitcoin. Lorsqu'un influenceur lui promet des rendements fabuleux en spéculant sur les crypto-monnaies, Benjamin lui confie des sommes de plus en plus importantes. Voici à quoi ressemblait le discours d'un de ces vendeurs de rêves. L'ouverture d'un livret A ou d'un PEL vous rapportera au maximum 2,5% d'intérêt sur un an. Donc si vous investissez 1 000 €, au bout d'un an, ces 1 000 € se seront transformés en 1 025 €. Avouez que ça fait pas vraiment rêver. Avec ma gestion de bankroll, je vous garantis une augmentation de votre capital de 50 à 100% sur un an. C'est celui qui m'avait proposé d'investir là. C'était l'influenceur qui avait disparu, mais qui a ouvert un autre truc maintenant. Même discours? Même discours. Vous avez vu les rendements qui 50 à 100% en un an. Si le jeune homme en rigole aujourd'hui, à l'époque, l'appât du gain lui a fait tourner la tête. Plusieurs centaines de milliers de francs ont ainsi disparu. Le bilan de tout ça, c'est que j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai pris le risque, je me suis brûlé. J'ai tout brûlé et voilà, aujourd'hui je recommence ma vie de zéro, avec 0 francs dans les poches. Et je peux m'en vouloir qu'à moi-même, même si derrière tout ça, il y a une escroquerie bien montée. Le monde des cryptos, par la fascination qu'il exerce, semble particulièrement propice aux arnaques. Nous sommes dans le bureau d'enquête financière Heptagone à Genève. Alexis Pfefferle est détective financier. Les banques font appel à lui pour contrôler l'origine des fonds qu'elles reçoivent, notamment lorsque les flux sont passés par des comptes en bitcoin. Avec les crypto-monnaies, les transactions sont réputées anonymes.
Pourtant, les choses ne sont pas aussi simples. Et la limite à cet exercice d'anonymat est qu'à un moment donné, criminel ou pas criminel, il va falloir convertir cet argent en dollars ou en francs suisses ou en Dieu sait quelle autre monnaie. Et là, vous allez devoir passer par une plateforme de change ou un intermédiaire financier qui va changer vos crypto-monnaies en dollars ou en francs suisses. Et cet intermédiaire financier va devoir normalement vous poser des questions ou vous identifier dans une certaine mesure et de manière plus ou moins stricte et sérieuse. Il y a donc des brèches dans la muraille qui entoure le monde des cryptos. Encore faut-il pouvoir s'y engouffrer, tout détective que l'on soit. Il est théoriquement possible de demander à la plateforme de saisir ses avoirs, de bloquer ce compte et d'y saisir les avoirs. Par contre, dans ce cas de figure, il faut passer par de l'entraide judiciaire internationale et ça reste extrêmement compliqué. Et compte tenu que les flux, surtout dans la crypto-monnaie, sont extrêmement rapides, souvent on arrive en retard. On l'a compris, le Bitcoin se joue des frontières et des juridictions. La possibilité de le saisir est donc quasiment nulle. Mais attendez, l'affaire se complique encore. Le monde de la crypto, ce n'est pas que le Bitcoin. Aujourd'hui, il y a plus de 20 000 crypto-monnaies en circulation. Il en meurt et il en est de nouvelles chaque semaine. C'est une véritable jungle où chaque monnaie cherche à survivre. Chaque monnaie virtuelle accrochée à sa propre blockchain, cherchant à séduire des investisseurs. Le professeur Mazur observe ce foisonnement depuis des années. Le Bitcoin est la monnaie la plus ancienne, apparue en 2009, mais à la suite et assez rapidement, beaucoup se sont développés, et certaines tout à fait fantaisistes, voire même absurdes, qu'on appelle de façon vulgaire les shitcoins, les monnaies pourries. Les plus connus, c'est peut-être Shiba, c'est le nom d'une race de chien japonais, ou le Doge, qui prend la figure d'un chien, et ces monnaies n'apportent aucune fonction par rapport au Bitcoin, c'est vraiment la même chose. Et donc, ça va uniquement jouer sur des effets de popularité en ligne. Et du coup, c'est une population plus jeune qui s'approprie ces codes de la pop culture web, qui y croit, et ça a pris, à vrai dire, beaucoup de valeur jusqu'à être soutenu par une personne très connue qui est Elon Musk, qui est un des principaux adorateurs du Doge, notamment. Donc, on voit que maintenant, ça influe jusqu'à la tête du gouvernement américain. Un gouvernement américain qui envisage maintenant de faire entrer le Bitcoin dans sa réserve fédérale. Philippe Hochstrasser est un enseignant à la retraite. Curieux de nature, il tombe en 2011 sur un article qui présente la création du Bitcoin comme une grande nouveauté. Je me suis dit, tiens, je pourrais essayer. Je vais investir un petit peu, on verra bien ce qui se passe, puisque je ne vais pas perdre grand-chose si je mets un petit peu. Donc j'ai choisi d'investir, je pense, 100 ou 200. Et c'était, à cette époque-là, si ma mémoire est bonne, un bitcoin valait 1 franc ou 1 franc valait un bitcoin. Alors j'avais été informé qu'il fallait garder précieusement toute la chaîne ou les codes. C'était très long, je me souviens. Il y avait des lettres, des chiffres et c'était très très long. Et puis qu'on nous avait dit, faites attention à ne pas perdre ça, faute de quoi vous n'aurez plus jamais accès à vos bitcoins. Voici à quoi ressemble un tel mot de passe secret. 51 symboles presque impossibles à mémoriser. Ce mot secret est pourtant le sésame indispensable pour accéder à ces crypto-monnaies. Quand j'ai changé d'ordinateur, je pense que cette chaîne était écrite quelque part, parce que j'ai cherché après coup sur des papiers dans mes affaires personnelles, j'ai jamais rien retrouvé. C'est quelque temps après, quand j'ai vu que le cours du Bitcoin avait monté de manière significative, mais je ne sais pas combien. Et puis là, je me suis dit, mais j'avais des bitcoins. C'est là que j'ai commencé à vouloir les chercher. Et puis, je n'ai plus jamais retrouvé quoi que ce soit. Et donc, puis les années ont passé jusqu'à maintenant, où récemment, ça a franchi un bitcoin 100 000 francs, ou quelque chose comme ça, ou 100 000 dollars. Donc, j'ai fait une conversion simple. Je me suis dit, si j'avais 100 francs à l'époque, je pense que j'aurais 10 millions aujourd'hui. Je sais que quelque part dans le cyberspace ou je ne sais pas où, il y a mes bitcoins qui sont là et qui seront probablement plus jamais à personne. Des bitcoins orphelins et inutilisables, il y en aurait près de 2 millions dans le monde. Combien pour un simple mot de passe perdu? Le prix à payer sans doute lorsqu'on se passe d'intermédiaire. On estime aujourd'hui que près de 17% de la masse des bitcoins est dormante depuis plus de 10 ans.
Pour éviter le casse-tête des mots de passe, la majorité des investisseurs en crypto-monnaie passent maintenant par un intermédiaire. Si possible agréé par la FINMA, l'autorité de contrôle des marchés financiers. Par exemple, la banque You, une des rares banques à proposer des crypto-monnaies comme objet d'investissement. Il n'y a pas besoin d'avoir une clé d'accès chez You pour accéder à ces cryptos. Vous accédez à vos cryptos de la même façon que vous accédez à vos actions, à vos obligations. Parce que vous l'avez sur votre compte You. Donc il faut garder l'accès à son compte. Et ainsi, vous gardez l'accès à vos crypto-monnaies comme avec n'importe quel autre compte en banque. Donc c'est la banque You qui est le tiers garant. Exactement. Et pour une monnaie qui se voulait complètement indépendante de tout tiers garant, de tout intermédiaire, est-ce que c'est pas contradictoire d'offrir des cryptos pour une banque? Oui et non. Pour un geek, pour un amoureux des cryptos de la première heure qui vraiment axe sur l'anonymat, oui, c'est un contresens. En revanche, pour monsieur et madame tout le monde qui veut profiter de cet engouement pour les avoirs digitaux, eh bien non, parce que ça permet à monsieur et madame tout le monde d'avoir accès de manière simple et fiable à des crypto-monnaies. Certains, pourtant, souhaitent se passer d'intermédiaire et garder la clé d'accès à la maison sans risquer de perte. Cet auto-entrepreneur a même développé une capsule temporelle d'un genre nouveau. On s'est dit, mais c'est génial tout ce qu'il y a derrière Bitcoin, mais on fait quoi de ces clés? On fait quoi de ces clés? On ne va pas laisser une tierce partie le contrôle de nos fonds. On ne va pas laisser à une application le soin de protéger quelque chose en ligne sur mon ordinateur. C'est un peu dangereux. Qu'est-ce qu'on fait de ces clés? On ne va pas les laisser sur un bout de papier. Et donc, on s'est dit, bon, OK, on va créer quelque chose qui permet de les graver dans du métal, de manière à les protéger contre le feu, contre l'eau, contre la corrosion, contre l'encre qui s'efface, contre beaucoup de choses du monde physique qui font qu'une phrase de ce type pourrait être détruite sur un bout de papier. L'ingénieur grave donc une phrase secrète de récupération. Grâce à elle, il pourra toujours retrouver son portefeuille en Bitcoin, tout en évitant Internet dont il se méfie. Une méfiance partagée par les fondateurs libertariens du Bitcoin. Je pense que c'est un thème essentiel, d'être souverain de sa vie digitale. Le monde digital est potentiellement capable de bloquer votre vie. Là-dedans, Bitcoin apparaît comme une technologie qui est incensurable, qui n'est pas saisissable. C'est une technologie qui vous permet, si vous faites les choses correctement, de préserver en dehors du monde connecté vos bitcoins dont vous possédez les clés et que personne ne peut venir chercher. On l'a compris, cette solution séduira les puristes. Mais une question subsiste, valable pour tous. Si demain, le cours du Bitcoin devait s'effondrer, l'économie réelle serait-elle entraînée dans sa chute? Non, ça, c'est pas ça qui m'inquiète. Les cryptos, c'est petit par rapport au monde financier. La semaine dernière, j'ai regardé la valeur totale des bitcoins. C'était à peu près 1000 milliards. Si vous regardez la valeur totale du marché des actions, uniquement des actions, c'est 100 fois plus gros. Donc, le monde des cryptos est petit par rapport à l'ensemble de la sphère financière. Non, ça, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète avec les cryptos, c'est le consommateur. Tous les gens qui achètent quand c'est cher et qui vendent quand ça s'est effondré, qui perdent leur épargne. Ça m'inquiète. En attendant, entre objets de spéculation et moyens de s'affranchir des circuits financiers officiels, le Bitcoin poursuit son bonhomme de chemin. Aux dernières nouvelles, son cours résistait mieux que celui des autres crypto-monnaies. Mais dans ce domaine, tout change très vite.